À ma fête d'anniversaire, mon mari a présenté sa nouvelle famille, ce que j'ai fait ensuite a laissé tout le monde sans voix. Le gâteau trônait, intact, au centre de la table, 40 bougies vacillant comme des yeux accusateurs. Autour de moi, les invités se tortillaient mal à l'aise, leur faux sourire s'effaçant tandis qu'ils assistaient à ce qui se déroulait. Mon mari depuis 15 ans se tenait devant moi, son bras enroulé autour d'une femme que je n'avais jamais vue auparavant. 2 enfants s'accrochaient à ses jambes, me fixant avec des expressions curieuses. Tout le monde, annonça David, sa voix ferme, comme s'il n'était pas en train de démolir tout mon univers lors de ma propre fête d'anniversaire, j'aimerais vous présenter Vanessa, ma femme depuis 3 ans, et voici nos enfants, Emma et Jacques. La pièce devint silencieuse, de ce genre de silence qui teinte à vos oreilles et vous donne la chair de poule. Je regardais les visages autour de moi, amis, collègues, voisins, tous témoins de mon humiliation. Certains savaient, je pouvais le deviner à leur regard fuyant, d'autres paraissaient aussi choqués que moi. Mais ce que David ne savait pas, ce qu'aucun d'entre eux ne savait, c'est que j'avais déjà découvert sa trahison des mois auparavant, et ce soir n'était pas seulement la célébration de mon anniversaire, c'était le jour du jugement. Alors que nos regards se croisèrent à travers la pièce, je souris, non pas du sourire brisé d'une femme dévastée, mais du sourire calme et entendu de quelqu'un qui tenait toutes les cartes en main. Comme c'est gentil de votre part de nous présenter enfin, dis-je, attrapant le couteau à côté de mon gâteau. Maintenant, laissez-moi vous présenter quelque chose qui m'appartient. Que feriez-vous si toute votre vie s'avérait être un mensonge? Jusqu'où iriez-vous pour redresser la situation? 6 mois plus tôt, j'avais tout ou du moins, c'est ce que tout le monde me disait. De l'extérieur, ma vie scintillait comme du champagne cher, une carrière réussie en tant qu'avocate d'affaires, une belle maison coloniale en banlieue, et un mari séduisant qui voyageait souvent pour son prestigieux travail de consultant. Après des années de lutte contre l'infertilité, nous avions finalement fait la paix avec le fait de ne pas avoir d'enfants et avions embrassé notre liberté. Nous voyagions beaucoup, avions un large cercle d'amis, et ne nous soucions jamais d'argent. Tu as tellement de chance, avait dit Elisa à ma sœur, Megan lors de notre déjeuner mensuel. David est une si bonne prise. Tu te souviens comme toutes mes amies étaient jalouses quand vous vous êtes mariés? J'acquiesçai distraitement, poussant ma salade dans mon assiette. Dernièrement, quelque chose clochait. Les voyages de David étaient devenus plus fréquents, se prolongeant parfois sans préavis. Quand il était à la maison, il était distrait, vérifiant constamment son téléphone et prenant des appels dans une autre pièce. « Allô, Elisa ?» Megan agita sa main devant mon visage. « Qu'est-ce qui t'arrive? Tu sembles à des milliers de kilomètres. » Juste le stress du travail, mentis-je. Nous gérons une fusion majeure. Mais ce n'était pas le travail, c'était le sentiment grandissant et creux dans ma poitrine chaque fois que David m'embrassait pour me dire au revoir, la façon dont ses yeux ne croisaient plus tout à fait les miens quand il disait « je t'aime ». De petites choses qui, ensemble, formaient une image que je n'étais pas prête à voir. Je rentrais chez moi en voiture après le déjeuner, empruntant la route panoramique à travers notre quartier aisé. Les maisons se dressaient, fières et parfaites, cachant les secrets qui se trouvaient entre leurs murs élégants tout comme mon mariage. Quand je me garais dans notre allée, je remarquai que la voiture de David était là, étrange puisqu'il m'avait dit qu'il avait des réunions toute la journée. J'entrai doucement, entendant sa voix depuis son bureau à domicile. « Tu me manques aussi, ma chérie, disait-il. »« Oui, je sais. Je vais trouver une solution bientôt. Embrasse les enfants pour moi. » Je me figeai devant la porte, mon sang se glaçant dans mes veines. « Des enfants? Quels enfants? Je t'aime, Vanessa, plus que tout. » Les mots flottaient dans l'air comme du poison. Je reculai silencieusement, retournant à ma voiture. Avec des mains tremblantes, je démarrai le moteur et conduisis sans destination particulière, juste pour m'éloigner. La pluie commença à tomber, assortie aux larmes qui coulaient sur mon visage. Avez-vous déjà ressenti ce moment où toute votre réalité se brise? Que feriez-vous en premier, confronter le mensonge ou enquêter plus profondément? N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour être averti chaque fois que nous publions des histoires incroyables comme celle-ci. On dit que l'ignorance est une bénédiction, mais une fois ce voile levé, vous ne pouvez plus revenir en arrière. Pendant la semaine suivante, je jouais la parfaite épouse tout en devenant détective dans mon propre mariage. David partit pour un autre voyage d'affaires, me laissant carte blanche pour chercher des réponses. Je commençai par son bureau, les endroits évidents ne donnaient rien. Il était trop prudent pour cela. Mais au fond de son classeur,
derrière des documents fiscaux datant de plusieurs années, je trouvai un dossier intitulé « Titre de propriété, Chicago ». Nous ne possédions pas de propriété à Chicago. À l'intérieur se trouvait un acte de propriété pour une maison achetée 3 ans auparavant au nom de David et d'une certaine Vanessa Collins, ainsi que des relevés hypothécaires, des factures de services publics et des formulaires d'inscription scolaire pour Emma et Jack Collins Harrington. Mon mari avait une autre famille, une autre vie, une autre femme. Je m'assis sur le sol de notre chambre, entouré des preuves de sa trahison, me sentant étrangement calme. Les larmes s'étaient arrêtées, remplacées par quelque chose de plus froid et de plus concentré. Ce soir-là, j'appelai ma plus vieille amie, Rachel. « J'ai besoin d'un bon détective privé », dis-je sans préambule quand elle répondit. « Elisa, qu'est-ce qui ne va pas ?»« Tout, » répondis-je, « et je vais avoir besoin de ton aide. » 3 jours plus tard, j'étais assise en face de Thomas Chen, un détective à la retraite devenu détective privé, dans un café à 2 villes de là. « Madame Harrington, êtes-vous sûre de vouloir faire ça ?» demanda-t-il après que j'eus expliqué la situation. Parfois, la vérité est pire que de ne pas savoir. Je le regardai droit dans les yeux. La vérité est déjà pire que tout ce que j'imaginais. Maintenant, j'ai besoin de preuves. Au cours du mois suivant, Thomas m'envoya des mises à jour régulières, des photos de David avec son autre famille dans une charmante banlieue de Chicago, des copies de leur certificat de mariage daté de seulement 2 ans après le nôtre, faisant de lui un bigame, les dossiers scolaires des enfants, et des relevés bancaires montrant comment il détournait près de la moitié de ses revenus pour les soutenir. Le plus accablant était la police d'assurance vie désignant Vanessa comme unique bénéficiaire, une police d'une valeur de 2 millions de dollars. Il construit soigneusement cette double vie depuis des années, expliqua Thomas lors de notre dernière réunion. D'après ce que je peux dire, aucune des 2 familles n'est au courant de l'autre. Il a dit à sa famille de Chicago qu'il travaillait dans les ventes internationales, ce qui explique ses absences. Comment est-ce possible dans le monde d'aujourd'hui, demandai-je. Les gens croient ce qu'ils veulent croire, dit Thomas doucement, et votre mari est exceptionnellement prudent. Il maintenait des téléphones, des comptes de messagerie, des cartes de crédit séparées et tout. J'acquiesçai, rassemblant l'épais dossier de preuves. Merci. C'est exactement ce dont j'avais besoin. Alors que je m'éloignais, Thomas m'interpella, Madame Harrington, quoi que vous prépariez, soyez prudente. Je me retournai avec un sourire qui n'atteignit pas mes yeux. Oh, j'ai dépassé le stade de la prudence depuis longtemps. Confronteriez-vous votre conjoint immédiatement, ou prendriez-vous le temps de planifier votre prochain coup? Quelle est la vengeance parfaite pour quelqu'un qui vous a volé des années de votre vie? La plupart des gens se précipitent pour se venger. Ils agissent sous le coup de la colère, commettant des erreurs, se rendant vulnérables. Je n'allais pas commettre cette erreur. Pendant 2 mois de plus, je jouais parfaitement le rôle de l'épouse inconsciente. J'accueillais David avec des baisers à son retour de voyage d'affaires, j'écoutais attentivement ses mensonges sur les conférences téléphoniques et les réunions avec les clients, tout en démantelant secrètement notre vie commune, pièce par pièce. D'abord, les finances. En tant qu'avocate, je savais exactement comment me protéger. Je documentais tout, copiais les dossiers, et déplaçais systématiquement mon argent sur des comptes auxquels il ne pouvait pas accéder. Je consultais Bernard, l'avocat spécialisé en divorce le plus réputé de mon cabinet, lui montrant les preuves de la bigamie de David. C'est extraordinaire, dit Bernard, examinant les documents. Au cours de toutes mes années de pratique, j'ai rarement vu un cas aussi flagrant. Il a commis plusieurs crimes ici. Je ne veux pas seulement un divorce, expliquai-je. Je veux qu'il perde tout. Bernard retira ses lunettes, m'étudiant attentivement. Elisa, je comprends votre douleur, mais la vengeance apporte rarement la satisfaction que les gens pensent qu'elle apportera. Il ne s'agit pas de satisfaction, répondis-je. Il s'agit de justice. Ensuite vint mon réseau de soutien. Je choisis soigneusement à qui en parler, ma sœur Megan, Rachel, et ma collègue Julia, des personnes en qui j'avais entièrement confiance et qui pouvaient m'aider avec ce que je préparais. Je ne peux pas croire qu'il ait fait ça, s'emporta Megan quand je lui montrai les preuves. Mon propre beau-frère, menant une vie complètement séparée pendant des années. Qu'est-ce que tu vas faire? Demanda Rachel. J'exposai mon plan, observant leurs expressions passer du choc à une admiration réticente. C'est élaboré, dit finalement Julia, et définitivement risqué. Penses-tu que ça marchera? Demandai-je. Elles échangèrent des regards avant que Megan ne parle. Si quelqu'un peut réussir ça, c'est bien toi.
La dernière pièce du puzzle se mit en place lorsque David mentionna mon 40e anniversaire approchant. Nous devrions faire une fête, suggéra-t-il un soir, quelque chose de spécial pour marquer l'occasion. Je levai les yeux de mon livre, le cœur battant la chamade malgré mon calme extérieur. Ça semble merveilleux. Pourquoi ne la planifies-tu pas? Invite tous nos amis. Fais-en une surprise. Il parut satisfait de mon enthousiasme, ne remarquant pas le calcul froid derrière mon sourire. Des demandes spéciales, demanda-t-il. Juste une, répondis-je. Je veux que ce soit mémorable, quelque chose que personne n'oubliera jamais. Jusqu'où iriez-vous pour démasquer quelqu'un qui vous a trahi? Voudriez-vous un règlement de compte privé ou une humiliation publique? J'avais besoin de connaître mon ennemi. 3 semaines avant mon anniversaire, je pris une journée de congé et conduisis jusqu'à Chicago. J'avais mémorisé l'emploi du temps de Vanessa grâce à la surveillance de Thomas. Le jeudi après-midi, elle faisait du bénévolat à la bibliothèque de l'école des enfants pendant qu'une voisine gardait ses enfants. Je la trouvai exactement où je m'y attendais, rangeant des livres dans la joyeuse bibliothèque de l'école primaire. Elle était jolie d'une manière discrète, cheveux châtains attachés en queue de cheval, vêtements simples, maquillage minimal, plus jeune que moi d'environ 8 ans. Je l'approchai directement. « Excusez-moi, êtes-vous Vanessa ?» Elle leva les yeux avec un sourire amical. « Oui. Puis-je vous aider à trouver quelque chose ? En fait, je fais des recherches sur les familles à double carrière pour un article de magazine, mentis-je avec aisance. Un des enseignants a mentionné que vous seriez peut-être disposé à parler de l'équilibre entre la vie de famille et les déplacements de votre mari. » Son visage s'illumina. « Oh, bien sûr. Je serais heureuse d'aider, bien que je ne sois pas sûr que ma vie soit très intéressante. » Nous nous installâmes à une petite table dans le coin, et j'allumai l'enregistreur vocal de mon téléphone d'un geste désinvolte. « Alors, parlez-moi de votre famille, l'encourageai-je. »« Eh bien, il y a moi, mon mari David, et nos 2 enfants, Emma et Jacques, » commença-t-elle, me montrant des photos sur son téléphone. David travaille dans les ventes internationales, donc il est souvent absent. Ça peut être dur pour les enfants, mais on s'en sort. Comment vous êtes-vous rencontrés, demandai-je, maintenant mon sourire professionnel tandis que mon estomac se nouait. Lors d'une conférence à Boston il y a 4 ans, dit-elle en rougissant légèrement. C'était si romantique. Il faisait une présentation, et nous avons juste accroché instantanément. Il traversait un divorce à l'époque. J'acquiesçai de manière encourageante, luttant pour garder une expression neutre. Divorce, bien sûr c'est ce qu'il lui avait dit. Nous nous sommes mariés assez rapidement, certaines personnes pensaient trop rapidement, continua-t-elle, mais quand on sait, n'est-ce pas? Absolument, acquiesçai-je. Et il voyage à quelle fréquence? Environ 2 semaines par mois, soupira-t-elle. C'est dur, mais il construit quelque chose d'important pour notre avenir. Il parle en fait de réduire bientôt ses déplacements pour être plus à la maison. Pendant qu'elle parlait, je l'étudiais. Il n'y avait aucune ruse dans ses yeux, aucun signe qu'elle savait qu'elle faisait partie d'une tromperie dévastatrice. Elle était une autre victime, aimant le même homme menteur que j'avais autrefois aimé. Je terminai l'entretien après 30 minutes, la remerciant pour son temps. C'était agréable, dit-elle. La plupart du temps, je ne parle qu'aux enfants. Une conversation d'adulte est un régal. Alors que je m'éloignais, elle m'interpella, je n'ai pas compris pour quel magazine vous écrivez. Tromperie mensuelle, répondis-je sans me retourner. Cette nuit-là, je m'assis dans ma chambre d'hôtel, écoutant l'enregistrement, les larmes finissant par percer mes murs soigneusement construits. Pas pour David, j'avais depuis longtemps cessé de le pleurer, mais pour Vanessa et ses enfants, dont j'étais sur le point de briser le monde. Un instant, j'envisageais d'abandonner mon plan, m'en aller, repartir à zéro, les laisser continuer dans leur ignorance béate. Puis je me souvins de la police d'assurance vie à son nom, des années de mensonges, de l'avenir qui m'avait été volé. Non, il méritait de connaître la vérité autant que moi, et David méritait tout ce qu'il attendait. Avertiriez-vous l'autre femme avant de tout exposer, ou sa douleur est-elle simplement un dommage collatéral dans votre quête de justice? Mon anniversaire tombait un samedi cette année-là, parfait pour ce que j'avais prévu. David avait embrassé son rôle d'organisateur de fête avec un enthousiasme surprenant, confirmant mes soupçons qu'il voyait cela comme une opportunité. Notre grand jardin arrière accueillerait environ 50 invités, des collègues de mon cabinet, des voisins, de vieux amis d'université et des membres de la famille. J'ai invité quelques associés d'affaires aussi,
mentionna-t-il négligemment lors d'un dîner une semaine avant l'événement, des gens que je pense que tu apprécieras de rencontrer. Je souris. Quelle attention. Quelqu'un que je connais? Non, ils sont de mon bureau de Chicago. Tu les aimeras, cependant. Bureau de Chicago, bien sûr. J'acquiesçai avec appréciation, cachant mon cœur qui battait la chamade derrière mon verre de vin. Il allait enfin fusionner ces mondes, mais pas de la manière qu'il avait prévu. La veille de la fête, je rencontrai mes 3 confidentes pour la revue finale de notre plan. Tout est prêt de mon côté, confirma Julia, me montrant les documents à l'aspect officiel dans sa mallette. Bien que ce ne soit pas techniquement des papiers légaux, ils avaient l'air assez officiels pour nos besoins. Rachel me tendit une petite clé USB. La présentation est prête. Je l'ai testée sur le système de projection extérieure ce matin pendant que David était à la salle de sport. Et j'ai confirmé avec les invités spéciaux, ajouta Megan. Ils arriveront exactement comme prévu. Je pris une profonde inspiration, regardant ces femmes qui étaient devenues mon salut au cours des derniers mois. Merci à toutes. Je ne pourrais pas faire ça sans vous. Es-tu nerveuse? Demanda Rachel doucement. Non, réalisai-je avec surprise. Je suis prête à ce que ce soit terminé. Cette nuit-là, David et moi dormîmes dans le même lit pour la dernière fois. Il m'entoura de ses bras, murmurant quelque chose sur le fait de rendre mon anniversaire spécial. Je restai éveillé, écoutant sa respiration régulière, me souvenant du temps où ce son avait été mon réconfort plutôt qu'un rappel de trahison aux 15 ans de mariage, des années que je ne pouvais pas récupérer. Le matin arriva avec un temps parfait, ciel dégagé, température douce, une brise légère, comme si même la nature approuvait ce qui allait arriver. « Joyeux anniversaire, ma belle », dit David, m'apportant le petit déjeuner au lit. « Aujourd'hui va être incroyable. » Ce le sera certainement, acquiesçai-je, acceptant son baiser avec un sourire exercé. Ce le sera certainement. Quelle est la pire trahison que vous puissiez imaginer, et quelle serait la justice pour un tel crime? À 18h, notre jardin arrière était transformé. Des guirlandes lumineuses pendaient aux arbres, illuminant d'élégantes tables drapées de lin blanc. Une petite scène supportait un écran de projection pour ce que les invités supposaient être un hommage touchant à mes 40 ans. Des serveurs circulaient avec du champagne et des commandes tandis qu'une musique douce jouait. J'avais choisi ma tenue avec soin, une robe cramoisie qui épousait ma silhouette, projetant confiance et force plutôt que de jouer la carte de la sympathie. Mes cheveux étaient relevés, des boucles d'oreilles en diamant, un cadeau de David pour notre 10e anniversaire, attrapant la lumière alors que je me déplaçais. Les invités arrivaient régulièrement, offrant des vœux d'anniversaire et des compliments sur le magnifique décor. David jouait parfaitement le rôle du mari dévoué, sa main reposant possessivement sur le bas de mon dos alors que nous saluions tout le monde. « Tu t'es surpassé », lui dis-je, sincèrement impressionné par l'élégance de la fête. Il rayonna de fierté. Seulement le meilleur pour ma femme. À 19h30, je remarquai que David vérifiait sa montre à plusieurs reprises, ses yeux se dirigeant vers l'entrée. Je savais exactement qui il attendait. « Tu attends quelqu'un » demandai-je innocemment. « Juste quelques collègues en retard » répondit-il en m'embrassant sur la joue. Pile à l'heure, Rachel apparut à mes côtés. « Elisa, il y a un petit problème avec le traiteur qui nécessite ton attention. » Je m'excusai, serrant le bras de David. « De retour dans une minute, chérie. » Derrière la tente du traiteur, Megan attendait avec Julia. « Ils sont là » chuchota Megan, « ils se sont garés il y a environ 2 minutes. »« Tout le monde est en position » demandai-je. Julia acquiesça. Bernard a l'équipe juridique prête à intervenir. Thomas surveille toutes les sorties. La police a été informée de s'attendre à une possible perturbation mais n'interviendra pas à moins que nécessaire. Faisons-le, dis-je en redressant les épaules. Nous retournâmes à la fête séparément, nous fondant à nouveau dans la foule. Je me positionnais de manière à pouvoir observer David saluer ses collègues sans être immédiatement visible pour eux. Et les voilà, Vanessa, l'air nerveuse mais jolie dans une robe bleue, tenant par la main 2 enfants bien habillés. Mon cœur se serra douloureusement à leur vue. La fille, Emma, avait les yeux de David, le garçon, Jacques, son sourire. David les étreignit chaleureusement, trop concentré sur sa propre performance pour remarquer le changement silencieux qui se produisait autour d'eux alors que mes alliés déplaçaient les gens en position. Je m'approchai lentement, une coupe de champagne à la main, Rachel et Julia me flanquant à distance. « David » appelai-je,
ma voix portant clairement à travers la foule soudainement plus silencieuse, « Ne vas-tu pas me présenter à tes invités ?» Il se tourna, son visage composé mais ses yeux méfiants. « Elisa, ce sont mes collègues de Chicago, Vanessa Collins et ses enfants. »« Collègues » répétai-je, tendant la main à Vanessa. « Comme c'est intéressant. Je suis Elisa Harrington, la femme de David depuis 15 ans. » La confusion vacilla sur son visage. « Femme ? Mais David est divorcé depuis des années. » Sa voix s'éteignit alors qu'elle nous regardait tour à tour. « C'est ce qu'il t'a dit, n'est-ce pas ?» dis-je doucement. « Tout comme il m'a dit qu'il n'avait pas d'enfant et qu'il travaillait dans le conseil. » Le sang quitta le visage de David alors qu'il réalisait ce qui se passait. « Elisa, ce n'est ni le moment ni l'endroit. » Je terminai pour lui. « Je ne suis pas d'accord. Je pense que ma fête d'anniversaire est le moment idéal pour la vérité, n'est-ce pas ?» À présent, toute conversation avait cessé, chaque invité regardait le drame se dérouler. « Qu'est-ce qui se passe, David ?» demanda Vanessa, rapprochant ses enfants de ses côtés. David regarda désespérément autour de lui, ne voyant aucune issue. « Je peux tout expliquer. »« S'il te plaît, fais-le » l'invitai-je, faisant un geste vers la foule soudainement silencieuse. « Nous sommes tous très intéressés par ton explication. Comment pensez-vous que quelqu'un réagirait lorsque sa double vie s'effondre autour de lui, avec colère, avec des excuses, ou avec des tentatives désespérées de reprendre le contrôle ? » « C'est un malentendu, » dit David, son sourire charmeur maintenant crispé et désespéré. « Elisa et moi sommes séparés depuis des années. Le divorce n'est tout simplement pas encore finalisé pour des raisons fiscales. » Je ris, le son cassant dans l'air tendu. « C'est ça ton histoire ? Intéressant, parce que j'ai nos déclarations d'impôts communes de l'année dernière ici même. » Je fis un signe de tête à Julia, qui me tendit un dossier. « Et ça, continuai-je, ce sont des titres de propriété montrant que David a acheté une maison à Chicago il y a 3 ans avec Vanessa Collins. » Je posai les documents sur une table voisine. Une maison qu'il a achetée alors qu'il était encore très marié à moi et vivait dans cette maison. Vanessa s'avança, le visage pâle. David m'a dit que son divorce avait été finalisé il y a 4 ans. Il n'y a jamais eu de demande de divorce, l'informai-je, pas même une séparation. David et moi avons partagé cette maison, ce lit, cette vie continuellement pendant 15 ans. Un murmure parcourut la foule. Le visage de David se durcit alors qu'il réalisait que sa fuite facile était impossible. « Vanessa, prends les enfants et attends dans la voiture, » ordonna-t-il. « C'est une sorte de mauvaise plaisanterie. La seule plaisanterie ici, c'est combien de temps tu as cru pouvoir maintenir cette mascarade, dis-je, puis, me tournant vers Vanessa, je n'ai appris votre existence qu'il y a 6 mois. Votre mariage, vos enfants, tout a été un mensonge. » Vanessa fixa David, des larmes montant à ses yeux. « Est-ce vrai ? Es-tu toujours marié à elle ? » « Techniquement, oui, mais... » « Techniquement, répéta-t-elle, incrédule. « Nous avons un certificat de mariage. Nous avons des enfants. Ce qui fait de lui un bigame, soulignai-je. Une infraction pénale en Illinois et ici. » Les enfants commençaient à s'agiter, la fille agrippant la robe de sa mère tandis que le garçon regardait David avec confusion. « Papa, qu'est-ce qui se passe ?» Ce simple mot, « papa », envoya une onde de choc à travers l'assemblée. Plusieurs de nos amis de longue date secouèrent la tête avec incrédulité. « Je pense qu'il est temps pour la présentation, » annonçai-je, faisant un signe de tête à Rachel près de l'équipement de projection. L'écran s'illumina d'un montage soigneusement édité, des photographies de David et moi tout au long de nos 15 ans de mariage, à côté de photos horodatées de David avec sa seconde famille, des relevés financiers montrant des transferts d'argent, le certificat de mariage bigame, la police d'assurance vie. Pendant 3 ans, narrai-je alors que les images changeaient, David a maintenu 2 vies complètes, 2 épouses, 2 foyers. Et il a financé cette tromperie avec de l'argent gagné en partie grâce à mes relations familiales et en partie par fraude à l'investissement. À cela, la tête de David se redressa brusquement. « C'est un mensonge. » « Vraiment ? Bernard, voudriez-vous expliquer ce que nous avons trouvé ?» Bernard s'avança, professionnel et autoritaire dans son costume coûteux. En enquêtant sur les finances de M. Harrington, nous avons découvert qu'il dirigeait une combine d'investissement, utilisant des clients de son entreprise légitime et d'autres fictifs. Il promettait des rendements d'entreprise qui n'existent pas, c'était notre coup de maître. Au cours de notre enquête sur les affaires financières de David,
nous avions découvert des preuves de véritables crimes financiers. Ce qui avait commencé comme une recherche de preuves de sa double vie avait révélé quelque chose de bien plus dommageable. Plusieurs de ces investisseurs escroqués sont ici ce soir, continua Bernard, désignant 3 hommes à l'air stupéfait près du fond des clients que David avait personnellement invités, ne sachant pas que je les avais déjà contactés avec des preuves de sa fraude. David se jeta vers moi, le visage déformé par la rage. Toi. Tu as planifié ça depuis le début. 2 gardes de sécurité que Thomas avait engagés se matérialisèrent instantanément, le maîtrisant avant qu'il ne puisse m'atteindre. Oui, David, dis-je calmement, même si mon cœur battait la chamade contre mes côtes. J'ai planifié cela, tout comme tu as planifié de jongler avec 2 familles indéfiniment tout en volant des investisseurs. Avez-vous déjà vu les mensonges soigneusement construits de quelqu'un s'effondrer d'un coup? Que pensez-vous qu'il arrive à une personne à ce moment-là? L'heure suivante se déroula comme une danse de destruction parfaitement chorégraphiée. Pendant que David était maîtrisé, Julia distribua des dossiers de preuves à des personnes clés, les victimes de la fraude, le frère de Vanessa, qui était arrivé pour la soutenir, et les 2 policiers qui se tenaient maintenant discrètement près de la sortie. Vanessa s'effondra sur une chaise de patio, ses enfants blottis contre elle alors qu'elle assimilait la vérité impensable de sa vie. Je m'approchai d'elle avec précaution, consciente de la douleur que je causais, bien qu'elle fût autant une victime que moi. Je suis désolé que vous la preniez de cette façon, dis-je doucement, mais vous méritez de connaître la vérité. Elle leva les yeux vers moi, des larmes coulant sur son visage. Saviez-vous pour nous quand je l'ai épousée? Non, l'assurai-je. Je n'ai tout découvert qu'il y a 6 mois. Il m'avait dit qu'il n'avait pas d'enfant et qu'il voyageait pour le travail. Son fils, Jacques, me fixa de ses yeux solennels. Es-tu vraiment marié à mon papa aussi? La simple question brisa quelque chose en moi. Je m'agenouillai à son niveau. Oui, je le suis. Mais rien de tout cela n'est de ta faute. Ton papa a fait de mauvais choix, pas toi. Pendant ce temps, David était passé de la rage à la négociation désespérée, essayant de convaincre les gardes de sécurité, puis les policiers, que tout cela n'était qu'un malentendu élaboré. Vous ne pouvez pas m'arrêter, insista-t-il alors que des menottes lui étaient passées au poignet. C'est une affaire domestique. La bigamie et la fraude à l'investissement ne sont pas des affaires domestiques, répondit calmement un policier. Ce sont des crimes. La plupart des invités eurent la décence de partir discrètement, bien que quelques-uns s'attardassent en périphérie, incapables de se détacher de l'implosion spectaculaire de ce qui avait semblé être une vie parfaite. Ma sœur, Megan, s'approcha avec un verre d'eau pour Vanessa. Il y a une chambre préparée à l'intérieur où vous et les enfants pouvez avoir un peu d'intimité, offrit-elle. Ma sœur a pensé que vous auriez peut-être besoin d'espace pour tout assimiler. Vanessa me regarda avec surprise. Vous avez préparé une chambre pour nous? Je savais que ce serait traumatisant, expliquai-je, surtout pour les enfants. Je ne voulais pas qu'ils assistent à tout. Alors que Megan les conduisait à l'intérieur, Bernard me tira à part. La police voudra des déclarations de vous 2 et de Madame Collins, l'autre Madame Harrington, légalement parlant. Ils emmènent David maintenant pour les accusations de fraude, mais l'affaire de bigamie nécessitera des déclarations pour avancer. J'acquiesçai, regardant David être escorté vers une voiture de police qui attendait, le visage livide. Nos regards se croisèrent alors qu'il était guidé sur la banquette arrière. Je m'attendais à y voir de la haine, ou peut-être un appel à la clémence. Au lieu de cela, je vis autre chose, une lueur de respect, peut-être même d'admiration, pour la manière dont j'avais orchestré sa chute. Il me fit un petit signe de tête désabusé avant de se baisser pour entrer dans la voiture. La fête, la célébration de mon 40e anniversaire, était effectivement terminée. Les traiteurs emballaient discrètement la nourriture et l'équipement. Les lumières qui avaient semblé si festives projetaient maintenant des ombres étranges sur les tables vides. Rachel me trouva assise seule à ce qui avait été la table d'honneur, un verre de champagne plein et intact devant moi. « Tu l'as fait » dit-elle simplement, prenant place à côté de moi. « Je l'ai fait » acquiesçai-je, regardant toujours l'endroit où la voiture de police s'était trouvée. « Alors pourquoi ne me sens-je pas mieux ?» Elle couvrit ma main de la sienne. « Parce que la vengeance ne guérit pas les blessures, elle arrête juste le saignement. » Nous restâmes assises en silence pendant un long moment avant que je ne lève enfin mon verre. À 40 ans, et à un nouveau départ. La vengeance est-elle jamais vraiment satisfaisante, ou crée-t-elle simplement un autre type de vide? Les jours suivant mon anniversaire devinrent un flot confus de dépositions à la police,
de réunions juridiques et de demandes de la presse alors que la double vie de David devenait une nouvelle locale. Sa combine de fraude s'avéra plus étendue que je ne l'avais soupçonné, avec des pertes totalisant près de 3 millions de dollars auprès de plus de 2 douzaines de victimes. J'évitais la frénésie médiatique, me retirant dans une petite propriété locative que j'avais sécurisée des mois plus tôt en prévision. Meghan resta avec moi ces premières nuits difficiles où le sommeil s'avérait élusif et où le doute s'insinuait pendant les heures sombres. Ai-je fait ce qu'il fallait, lui demandai-je une nuit alors que nous partagions une bouteille de vin. Ces enfants vont grandir avec leur père en prison. Ces enfants auraient grandi avec un menteur et un voleur comme père de toute façon, souligna Meghan. Au moins maintenant, Vanessa peut construire une vie honnête pour eux. En parlant de Vanessa, elle me surprit en me contactant une semaine après la fête. Nous nous rencontrâmes dans un café tranquille à mi-chemin entre nos maisons, toutes deux nerveuses et incertaines. J'avais besoin de vous voir, expliqua-t-elle alors que nous nous installions avec notre café, pour tout comprendre. Que voulez-vous savoir, demandai-je. Quand avez-vous soupçonné? Qu'est-ce qui l'a trahi? Je lui parlais de l'appel téléphonique que j'avais surpris, de l'enquête qui avait suivi, de la façon dont j'avais découvert son existence et celle des enfants. Je vous ai interviewé, admis-je, à la bibliothèque de l'école. Ses yeux s'écarquillèrent. L'article de magazine. Je savais que vous me sembliez familière. Puis, de manière inattendue, elle rit à un son court et douloureux. Mon Dieu, nous avons été si idiotes. Pas idiotes, corrigeai-je. Victime. Il y a une différence. Nous parlâmes pendant des heures, comparant nos notes sur l'homme que nous avions toutes deux aimé, les mêmes cadeaux d'anniversaire qu'il nous avait offerts à toutes les deux, les mêmes phrases romantiques, même certains des mêmes amis et des gens qui devaient savoir pour les deux familles mais n'avaient rien dit. Je n'arrête pas de me demander comment je n'ai pas vu, confessa Vanessa. Il y avait des signes, des appels qu'il ne prenait pas près de moi, des week-ends où il était injoignable. J'avais juste confiance en lui. Moi aussi, dis-je doucement, pendant 15 ans. Avant de nous séparer, elle me prit la main. Merci. Pas pour la façon dont vous l'avez fait, mais pour vous être assuré que je connaisse la vérité. Pendant ce temps, les ennuis judiciaires de David s'accumulaient. Privé de caution en raison du risque de fuite, il attendait son procès depuis une cellule de prison de comté. Son avocat, un requin en costume coûteux, me contacta à plusieurs reprises au sujet d'un accord potentiel. Il plaidera coupable aux accusations de fraude si vous ne poursuivez pas l'affaire de bigamie, relaya Bernard après une de ces conversations. Il pense que cela réduira sa peine. Que recommandez-vous, demandai-je. Bernard réfléchit. Les accusations de fraude sont plus graves en termes de condamnation, ajouter la bigamie n'augmentera pas significativement sa peine de prison. Alors pourquoi s'en soucie-t-il autant? L'image, expliqua Bernard. La fraude fait de lui un criminel en col blanc, la bigamie fait de lui un titre de tabloïd. J'y réfléchis toute la nuit avant de prendre ma décision. Le lendemain matin, j'appelai Bernard. Dites à son avocat que j'accepterai à une condition, dis-je. David renonce à ses droits parentaux sur les enfants. Vanessa obtient la garde exclusive sans possibilité pour lui de la contester plus tard. Bernard parut surpris. Êtes-vous sûr? C'est le laisser s'en tirer facilement. Il ne s'agit pas de lui, répondis-je. Il s'agit de ses enfants. Il mérite une rupture nette et une chance à une vie normale. 2 jours plus tard, Vanessa m'appela, la voix étranglée par l'émotion. Il a signé les papiers. Il a renoncé aux enfants sans se battre. Quelque chose en moi se durcit à cette dernière preuve du caractère de David, même ses propres enfants n'étaient que des pièces d'échec pour lui. Que leur direz-vous en grandissant, lui demandai-je. Il y eut une longue pause avant qu'elle ne réponde, la vérité adaptée à leur âge, que leur père a fait de mauvais choix qui ont blessé des gens, y compris eux, qu'ils paient pour ces choix, et que rien de tout cela n'était de leur faute. Cette nuit-là, je dormis enfin sans rêver de David pour la première fois depuis des mois. Comment reconstruire sa vie après avoir découvert qu'elle était bâtie sur des mensonges? Où retrouver la confiance? Mon 41e anniversaire arriva sans fanfare, exactement comme je le voulais, pas de fête, pas de spectacle, juste un dîner avec mes amis les plus proches dans mon nouvel appartement en ville. L'année écoulée m'avait transformé d'une manière que je découvrais encore. Après avoir finalisé mon divorce, étonnamment simple, étant donné les circonstances, j'avais quitté le cabinet d'avocats d'affaires pour un poste dans une organisation à but non lucratif spécialisée dans l'aide aux femmes pour reconstruire leur vie après un traumatisme.
Le salaire moins élevé signifiait réduire la taille de notre maison de prestige en banlieue pour un appartement moderne avec vue sur les lumières de la ville, un compromis qui ressemblait à la liberté plutôt qu'à une perte. Au nouveau départ. Trinqua Rachel, levant son verre alors que nous finissions de dîner. Et aux vrais amis, ajoutai-je, regardant le petit groupe qui m'avait soutenu à travers tout. Après que tout le monde fut parti, je m'assis seul sur mon balcon, regardant la ville en contrebas. Mon téléphone vibra avec un message texte d'un numéro inconnu, « Joyeux anniversaire, Elisa. Je t'ai sous-estimé. Mon erreur. » D'une manière ou d'une autre, il avait trouvé un moyen de me contacter depuis la prison. Je n'étais pas surprise, David avait toujours été plein de ressources. Je supprimai le message sans répondre et bloquai le numéro. Il n'avait plus de pouvoir sur mes pensées ou mes sentiments. Son audience de détermination de la peine avait eu lieu, résultant en 12 ans pour les condamnations pour fraude. Je n'y avais pas assisté, ayant dit adieu à ce chapitre de ma vie. Le lendemain matin, je rencontrai Vanessa pour notre café mensuel désormais habituel. Elle et les enfants avaient déménagé dans sa ville natale du Michigan, où elle enseignait à l'école primaire et reconstruisait lentement sa vie. Emma a posé des questions sur lui hier, partagea-t-elle en remuant son latte. Elle voulait savoir si les mauvaises personnes peuvent redevenir bonnes. Que lui as-tu dit, demandai-je. Que chacun fait des choix chaque jour, et que je crois que les gens peuvent changer s'ils le veulent vraiment. Elle sourit tristement. Je ne sais pas si David changera un jour, mais je veux qu'elle croie en la rédemption. J'acquiesçai, comprenant sa sagesse. Comment vas-tu, vraiment? Certains jours sont plus difficiles que d'autres, admit-elle, mais nous allons bien. Les enfants sont résilients, et je sors à nouveau avec quelqu'un, en fait. C'est merveilleux, dis-je, sincèrement heureuse pour elle. Et toi? Quelqu'un de spécial? Je secouai la tête. Pas encore. Je me concentre sur moi-même en ce moment, apprenant qui je suis sans que David ne me définisse. Nous nous séparâmes avec une étreinte, quelque chose qui aurait semblé impossible un an auparavant à deux femmes liées par la trahison mais refusant d'être définies par elle. Ce soir-là, je reçus une grande enveloppe par la poste. À l'intérieur se trouvait un document légal, David avait cédé sa part de notre portefeuille d'investissement, d'une valeur de près d'1 million de dollars. Une note était jointe, pour ce que ça vaut, je suis désolé. Pas seulement d'avoir été pris, mais pour ce que j'ai fait. Tu méritais mieux. David. Je restai dans ma cuisine, fixant son écriture familière. Était-ce un remords sincère ou une autre manipulation? Est-ce que cela importait encore? Après mûre réflexion, je transférai la totalité du montant à un fonds fiduciaire pour l'éducation d'Emma et Jacques. David leur avait volé leur père, le moins que je pouvais faire était d'aider à assurer leur avenir. Alors que je regardais le coucher de soleil depuis mon balcon ce soir-là, je réalisais quelque chose d'important, la femme qui avait orchestré cette vengeance élaborée d'anniversaire n'était pas la même femme que je devenais. Cette Elisa avait été alimentée par la douleur et la trahison, aussi justifiée que ses actions aient pu être. Cette Elisa, celle qui sirotait du vin et regardait les étoiles apparaître au-dessus de la ville, trouvait son chemin vers autre chose, pas le pardon, exactement, mais peut-être la compréhension, et définitivement la force. J'avais perdu un mari mais je m'étais trouvé dans le processus, et cela, réalisais-je, était la vengeance la plus profonde de toutes. Au fil des ans, l'histoire de mon anniversaire devint une sorte de légende, non pas les détails dramatiques de la trahison et de la révélation, mais la manière dont j'avais transformé ma douleur en objectif. Mon travail avec l'organisation à but non lucratif s'étendit. Je commençai à développer des programmes spécifiquement conçus pour aider les femmes à reconstruire leur vie après des trahisons personnelles massives, financières, émotionnelles, conjugales. Chaque cas était différent, mais le noyau restait le même, reprendre le contrôle de son récit. Vanessa et moi restâmes connectés, bien que pas constamment. Nous nous envoyions des SMS pour les anniversaires, partagions occasionnellement des nouvelles de nos vies. Ses enfants s'épanouissaient, Emma devenait une musicienne talentueuse, Jacques montrait des promesses en mathématiques. Ils connaissaient la vérité fondamentale sur leur père sans être consumés par ses erreurs. David purgea 8 ans de sa peine de 12 ans avant d'être libéré sur parole. J'appris par des relations mutuelles qu'il travaillait comme comptable subalterne, ses anciens réseaux professionnels lui étant définitivement fermés. Les puissants étaient vraiment tombés de haut. Mais il ne s'agissait plus de lui, il s'agissait de moi, de Vanessa, d'aller de l'avant. 5 ans après cet anniversaire fatidique, je rencontrai Michael, un veuf qui comprenait la complexité, qui avait sa propre histoire de perte et de renouveau.
Notre relation était bâtie sur la transparence, le respect mutuel et une compréhension partagée que la vie suit rarement le scénario que nous imaginons. Lors de notre première conversation sérieuse, je lui racontais tout, David, la vengeance, mon parcours. Cela a dû être incroyablement difficile, dit simplement Michael en me tenant la main. Ça l'a été, acquiesçai-je, mais je ne suis plus cette femme. Je suis quelqu'un qui a survécu, quelqu'un qui a grandi. À notre mariage 2 ans plus tard, Vanessa était la demoiselle d'honneur, une amie qui comprenait la tapisserie complexe de la survie. Emma, alors âgée de 16 ans, joua un morceau de violon qu'elle avait elle-même composé pendant la cérémonie. La vie, avais-je appris, ne consistait pas en une vengeance parfaite, elle consistait en une résilience parfaite. Que feriez-vous d'une seconde chance? Comment réécririez-vous votre histoire?